Sylvie et moi, on a toute une présentation pour vous qui va vous faire découvrir, peut-être vous le connaissez déjà, mais un grand bibliothécaire qui nous a quittés trop tôt, Monsieur Hubert Perron. Elle va parler un petit peu elle va parler du fonds qu'il nous a légué pour faire avancer la recherche pratique et appliquée dans les milieux documentaires. Et donc, moi, je vais vous parler un petit peu de la description des critères d'admissibilité pour ceux et celles qui souhaitent présenter un projet. Puis, je vais vous parler un petit peu d'exemples qui ont été faits dans le passé, qui ont été subventionnés par le fonds Hubert Perron et quelques idées de projets qu'on a trouvées aléatoirement lors d'une réunion de comité. Puis, il y aura une période de questions et réponses. Vous pouvez nous interrompre quand vous voulez. On est en petit comité. Vous pouvez utiliser le clavardage, n'importe quelle manière où vous voulez communiquer avec nous, faites-le. Donc, Sylvie, je vous passe Parfait. la parole. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas bien Hubert, est-ce que tu continues à changer les diapos, Michael? Oui, Oui, tu me d'accord. dis quand tu veux la diapo changer. Parfait. Alors, c'est parfait. Donc, Hubert, c'était quelqu'un qui était directeur des bibliothèques de l'UQAM pendant plusieurs années. Auparavant, il était à la Bibliothèque nationale. Il était directeur des services techniques. Mais c'est surtout que c'était un homme d'une grande vision, un bibliothécaire qui croyait beaucoup dans les bibliothèques, qui a été à l'origine de la création de nos associations professionnelles, tant la Corpo que la STED. Avec un grand sens de l'éthique, un sens politique aussi, mais un sens de l'éthique, qui avait fait des études classiques, donc avec une vision large de la culture et tout ça. Et je pense que ce qui l'avait amené dans les bibliothèques, c'était vraiment le rôle de partage des connaissances qui est la mission de la bibliothèque. Il travaillait en milieu universitaire, milieu de la recherche, donc il croyait beaucoup dans l'insertion et l'intégration des bibliothèques dans le milieu de la recherche, donc toujours proche des profs, de la direction aussi de l'université. Et évidemment, pour lui, c'était très important d'avoir une réflexion sur le développement des collections. Et comme il y avait une vision quand même de chercheur, ce n'était pas un chercheur, mais il y avait quand même cette profondeur de vision. Et pour lui, les collections d'une institution, comme je pense les humanistes le voyaient, bien, la collection était aussi le portrait d'un savoir à une époque donnée ou d'une institution. Donc, la collection en elle-même n'était pas juste quelque chose qui était mouvant, qui va, qui vient, des livres un peu partagés qui s'accumulent, mais une entité de pensée à des moments donnés dans le temps. Et pour lui, c'était important le développement des collections. Et il y avait beaucoup ce discours-là aussi, parce que l'UQAM, évidemment, il y avait peut-être le contexte aussi, l'UQAM était une jeune université, pas beaucoup de sous, et on était beaucoup on a une petite collection, et bon, on enlevait des livres parce qu'il n'y avait plus de place. Donc, faire aussi partager cette vision du développement des collections. Et évidemment, il comprenait très bien l'explosion des connaissances étant à une époque où vraiment tout le milieu de l'information a complètement explosé. Ça faisait partie de ses premières années, dans le fond, dans le milieu de l'information. La suivante, Michael. Évidemment, comme gestionnaire, Hubert était un gestionnaire hors pair. Pour moi, ça a été mon mentor. Donc, je l'ai eu comme patron dans la fin de ma vingtaine. Et pour lui, le rôle d'un gestionnaire, c'était de donner une âme à une institution. C'était pas juste de faire de la gestion. Et pour lui, on naissait gestionnaire. C'était un art. Ça s'apprenait, mais tu l'avais ou tu ne l'avais pas. C'est comme un artiste, tu es artiste ou tu n'es pas artiste. Est-ce que tu as le sens de la gestion? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de relier les éléments? Donc, c'était quelqu'un qui, pour lui, était capable d'orienter le service, de donner une âme à son service, mais aussi de faire partager cette âme-là à la direction quand on parle d'une institution universitaire, ou ça aurait pu être dans une ville, faire partager au conseil municipal. Fallait aller au-delà de la gestion. Il fallait que le gestionnaire, pour lui, s'intéresse aussi aux choses de l'esprit.
savoir gérer était un art, comme je vous le disais. Et évidemment, ben, il aurait pu faire un avocat, Hubert. C'était un homme qui avait un jugement sur les choses équilibré, assez juste. Et il y avait aussi un jugement politique au sens, pas des partis politiques, mais un jugement de ce qui se passait politiquement dans une institution qui était assez sûre et assez juste. Et il était capable de naviguer dans tout ça. Moi, il m'a amené partout dans les 3 ans où il a été mon patron. J'ai énormément appris. Là, quand on allait à la défense du budget, ben, il m'amenait parce que moi, j'étais son adjointe proche. Donc, j'ai appris plein de choses. Donc, tout ça était très important. Et pour Hubert, les bibliothèques et les gestionnaires des bibliothèques devaient prendre plus de place politiquement et de façon comme un gestionnaire dans l'institution où s'insérait la bibliothèque, que ce soit pour le municipal, le scolaire ou l'universitaire. Le rôle du gestionnaire est important et on devait s'intéresser à plus large, d'où un peu son legs pour la recherche. La suivante. Alors, ça m'amène à l'historique du fonds. Alors, donc, le fonds a été créé par un legs d'Hubert à son décès, il est décédé en 1989 à 48 ans. Euh, de, bon, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire, à l'époque, ça ne se disait pas beaucoup, mais il est décédé du sida à une époque où le sida et les sidéens étaient très stigmatisés, là, donc voilà, et donc après une maladie quand même de quelques années. Et il fut à l'origine de la création de la STEB, de la Corpo, et il a toujours été très intéressé et impliqué dans le milieu des bibliothèques. Et justement, parce qu'il croyait dans la recherche et que les bibliothécaires devaient aussi élargir leur espace de réflexion, il a voulu créer ce fonds pour favoriser la recherche, mais pas juste la recherche dans le milieu universitaire, la recherche appliquée, puis la recherche qui provient des milieux aussi, puis qui s'intéresse et qui s'applique au milieu. Alors, évidemment, aujourd'hui, le fonds est géré par la Fédération des milieux documentaires, qui s'appelait autrefois ELASTED, comme vous le savez. Et le fonds est maintenant soutenu par, évidemment, un fonds qui est placé. Donc, la bourse vient des intérêts du fonds, mais en même temps, le fonds est soutenu par des contributions supplémentaires des organismes ou d'autres dons de membres qui s'ajoutent au legs de Hubert Perron. Suivante. Après ça, c'est à ton tour, là, je pense. Voilà. Donc, Oui, je te passe merci la parole, Sylvie. Jean-Michel. Merci beaucoup Sylvie pour cette historique éclair d'Hubert. Ça fait plaisir. C'était un grand homme. Oui, Euh, c'était un grand homme qui était en plus chaleureux, agréable, tranquille, calme, mais quelqu'un qui était apprécié de tout le monde. Il était beaucoup aimé. C'était quelqu'un qui était beaucoup aimé, Hubert. Évidemment, il y avait ses détracteurs, ça en prend toujours quelques-uns, mais c'était généralement une personne qui était appréciée et aimée. Ouais. Merci. Donc, je vais parler un petit peu des objectifs de ce fonds de recherche. On souhaite que le fonds a pour but de faciliter la réalisation de projets de recherche, que ce soit des projets appliqués, plutôt pratiques, disons, ou même la recherche fondamentale. Donc, ça peut aller dans tous les sens tant que ça s'inscrit dans une vision large du développement des services de l'information des bibliothèques ou que ça contribue à l'innovation et à l'avancement euh, des milieux documentaires. Donc, ça peut toucher presque n'importe quel aspect des milieux documentaires d'une manière appliquée ou fondamentale. Les projets peuvent être présentés par des individus, c'est-à-dire ça peut être une seule personne ou un groupe de personnes, ou par des institutions. Donc, si un service de référence ou un service de catalogage ou je ne sais pas quoi décide qu'il veut faire une proposition pour le fonds, ce service ou cette institution peut le faire. Euh, les fonds peuvent couvrir plusieurs frais différents dans le projet. Donc, ça peut être des frais afférents à la réalisation du projet. Vous pouvez embaucher du personnel, que ce soit du personnel de recherche, de secrétariat, des étudiants, etc., avec ces fonds.
Vous pouvez même utiliser les fonds pour les déplacements. On espère bientôt, on peut retourner dans les congrès, etc. Donc, ça peut être pour aller dans un congrès, ça peut être utilisé pour payer votre déplacement pour aller faire une collecte de données ou si vous faites un projet qui vous nécessite de voyager dans plusieurs bibliothèques ou centres documentaires différentes, les fonds peuvent être utilisés pour rembourser vos frais de déplacement. Si vous avez de l'équipement ou du matériel ou des fournitures nécessaires à la réalisation du projet, les fonds peuvent être utilisés pour couvrir ces frais aussi. Mais il est important à noter qu'un projet dont le budget est consacré uniquement à l'achat d'équipement ne sera pas admissible par, par les fonds. Donc, il faudra que ce soit plus que l'achat du matériel. Donc, il y a plusieurs critères d'admissibilité et celui, si jamais, parce que tu es sur ce comité plus longtemps que moi, si tu veux ajouter des choses, n'hésite pas. Donc, il y a plusieurs critères d'admissibilité. Tout d'abord, il faut être membre de la Fédération des milieux documentaires, soit membre par une association, soit la CBPQ, la BQLA, Réseau Biblio, ou par une institution. Donc, tout le monde qui étudie, qui travaille dans une bibliothèque universitaire est membre parce que le BCI est membre de la FMD. Donc, il faudra juste que ton établissement ou ton association soit membre de la FMD pour pouvoir soumettre une demande. Il y a une exception à ça et c'est que moi, Sylvie, puis nos collègues du comité, on n'a pas le droit de soumettre un projet à ce fonds. Si vous faites partie d'un groupe qui présente une demande, mais il n'y a une personne, mais la plupart des membres ne sont pas membres de la FMD, ça prend uniquement une personne membre de la FMD pour présenter une demande. Donc, il faudra que cette personne, elle, présente la demande, mais le groupe de recherche peut être constitué de plusieurs personnes, même si les gens ne sont pas membres de la FMD. Donc, ça ne nous pose aucun problème. Il faut juste une personne membre. Donc, là, on va parler un petit peu des critères d'évaluation, ce qu'on avait identifié, qu'on va choisir le projet à soutenir. Donc, il faudra que le projet s'inscrive dans les objectifs de la Fédération des milieux documentaires, c'est-à-dire la promotion et le développement des divers milieux documentaires québécois, que ce soit des bibliothèques, des centres de documentation, des archives, des bibliothèques de tous les milieux, des archives de tous les milieux, vraiment des milieux documentaires québécois. On va regarder aussi la pertinence du projet quant à son impact dans son milieu spécifique. Donc, est-ce qu'on essaie avec ce projet d'améliorer des services? Est-ce qu'on souhaite avoir une meilleure compréhension des besoins? Est-ce que le projet a le but d'offrir des pistes d'innovation dans un milieu spécifique? Également, dans la partie pertinence du projet, on va évaluer un petit peu la reproductibilité ou l'utilité du projet pour les autres milieux documentaires. Donc, on souhaite aussi qu'un des buts du fonds de recherche, c'est que ça, en plus de, disons, ça s'applique le projet s'applique aux bibliothèques universitaires, que le projet puisse également s'appliquer aux autres milieux. Donc, on cherche un petit peu à ce que le projet peut avoir un bénéfice pour les collègues dans les autres milieux. Oui, une certaine transversalité, disons. Exactement. Puis, on va aussi regarder si la méthodologie proposée va permettre aux objectifs, à la réalisation des objectifs du projet. Donc, c'est ça. Donc, prochain critère d'évaluation, on va aussi regarder pour l'originalité du projet, si c'est un projet innovateur. On utilise beaucoup le mot innovation, mais on ne veut pas que vous fassiez quelque chose qui a déjà été fait, par exemple. On va aussi regarder si vous avez pris le temps de nous fournir une description détaillée et une justification de votre budget. En fait, c'est comme une demande de subvention qu'on fait presque n'importe où. Il faut qu'on dise ce qu'on va faire avec l'argent.
On va aussi regarder les compétences du ou de la candidate et la pertinence de son expérience en fonction du projet proposé. Donc, on va vous demander votre CV euh, qui va être accompagné dans votre dossier de candidature. Euh, une autre chose qui n'est pas, le dernier critère n'est pas obligatoire. En fait, ces critères vont être regardés d'une manière globale. Donc, il n'y a pas une critère qui, si vraiment, la seule critère, si on n'est pas membre de la FMD, on ne peut pas faire une demande. Mais les autres vont être regardés, il n'y a pas une qui va primer sur l'autre forcément. Ou Donc, qui pour est cette... discriminant vraiment, là, hein? Exact. Donc, je voulais juste souligner ça pour le dernier point, parce que pour ce rond-là, pour cette année, on va aussi voir si le projet est soutenu par votre employeur, sachant que ce ne sont que les bibliothécaires universitaires anglophones, des universités anglophones où ce sort de travail est inscrit dans leur travail. On souhaite voir pour nos collègues où ce n'est pas inscrit dans leur travail qu'ils aient un soutien de la part de leur employeur ou de l'organisme pour lequel ils travaillent. Donc, ça peut être une libération du temps, peut-être l'employeur fournit des ressources matérielles, euh, peut-être si on travaille dans un endroit qui nous nécessite de parler directement avec nos usagers et usagères, que ça, c'est aussi quelque chose qui est soutenu par l'employeur. Donc, le soutien de l'employeur peut se réaliser dans plusieurs manières différentes. Um, et il est tout à fait possible qu'on n'aura pas du tout de soutien d'employeur, qui est le cas, je crois, avec beaucoup de projets réalisés par les bibliothécaires, les archivistes, les techniciens, etc. au Québec, où on fait les projets sous notre temps libre. Et ça, c'est tout à fait correct aussi. Um, et si ça, c'est le cas, on vous demande aussi de l'exprimer dans votre demande. Oui, c'est peut-être juste pour dire que c'est pour éviter qu'à un moment donné, la personne soit débordée par le projet et que finalement, elle puisse pas finir parce que là, à un moment donné, l'employeur, bon, ça y prendrait du temps sur son temps de travail, elle peut pas se libérer, c'est pas possible. Alors, c'est pour éviter un petit peu des cul-de-sac un peu de cette nature-là, mais bon, tout était jaugé à la pièce, dans le fond, hein. Voilà. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander si vous êtes la personne récipiendaire du fonds? Donc, lors de la première année, on va demander à ce que vous nous produisez, un rapport d'étape 1 an après la réception de la subvention et on demande que ce soit sous la forme de premier bouillon d'article auquel vous allez ajouter aussi des informations sur l'état de l'avancement du projet. On demande un premier bouillon parce que dans une autre obligation, c'est que vous publiez un moment donné vos recherches dans dans une revue professionnelle en bibliothéconomie ou dans les milieux documentaires. Donc, on pense que peut-être, euh, on pense en vous demandant un premier bouillon, ça va être une occasion d'avoir de la rétroaction sur la méthodologie, l'avancement, etc., pour que vous soyez plus préparé pour, euh, pour la soumission de votre article dans une revue professionnelle. On va aussi vous demander un rapport final 24 mois au plus tard après la date d'attribution du fonds. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que vous enverrez au secrétariat de la Fédération des milieux documentaires qui va expliquer l'argent que vous avez dépensé, où ça a été dépensé, un rapport plutôt technique, puis avec une partie qui va expliquer aussi l'avancement du projet. Donc, mais je ne crois pas qu'il y ait un gabarit firme pour le rapport. Donc, vous pouvez, c'est pas nécessaire que ce soit un rapport de 30 pages, par exemple. Non, Parce que non, la, c'est ça. Ça peut être en point de forme, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai dépensé tant pour ça, avec les factures et tout ça. Bon, je pense que c'est dans le fond, c'est pas des longs rapports, c'est juste pour faire un compte rendu des choses, là, puis où va l'argent, parce que c'est aussi de l'argent là, associatif. Donc, voilà. exactement. Parce que ce qu'on souhaite le plus, c'est que votre projet soit publié dans n'importe quelle revue professionnelle euh, à la fin du projet. Que ce soit documentation et bibliothèque ou une revue que vous jugez un meilleur emplacement pour cet article-là.
Puis, Michael, je te dirais peut-être que DB dirait que peut-être dans 2 revues, une spécialisée peut-être dans un domaine, mais je pense que DB aimait bien avoir peut-être pas l'exclusivité totale, mais au moins dans le milieu documentaire, peut-être. oui, Hein? On se c'est comprend? ça. Donc, puis, dans toute publication ou diffusion des résultats de vos recherches, il faut aussi mentionner que votre projet a été soutenu d'une manière financière par la Fondation des milieux documentaires, par la Fédération des milieux documentaires et du Fonds de recherche et de développement Hubert Perron. Donc, comme n'importe quelle autre subvention. Euh, donc, les dates. Euh, Le formulaire de demande doit être complété et accompagné d'un CV du responsable du projet avec des courtes biographies des collaborateurs ou collaboratrices si jamais vous travaillez en groupe. Il faut que ça soit envoyé au secrétariat de la FMD par courriel au plus tard le 2 juillet 2021. Donc, vous avez quand même beaucoup de temps pour penser, réfléchir à un projet. Donc, ici, on avait quelques exemples de personnes qui ont reçu du financement des fonds Hubert Perron. Donc, en 2008, Guylaine Baudry avait reçu du financement pour, je crois qu'on m'avait dit que c'était un chapitre de sa thèse sur la Euh, numérisation du patrimoine documentaire québécois. C'est ça? donc, c'était relié à sa thèse. C'était pas nécessairement un chapitre, mais c'était relié à sa OK, thèse. Ouais. il y avait un lien avec ça. Il y avait aussi Sarah de Bougui, j'espère que vous avez son nom de famille correctement, qui a Oui. reçu aussi en 2009 des fonds pour un projet sur un répertoire du patrimoine documentaire des bibliothèques publiques. J'avais vu qu'il y a un article qui a été publié dans Documentation et Bibliothèques. Puis en 2018, Caroline Dion a reçu des fonds pour un projet sur des bibliothèques publiques pour la santé publique des communautés desservies. Et je crois que son rapport, j'ai pas mis le lien ici, mais ça devrait être sur le site web de la FMD. Si vous voulez le voir, je peux le mettre dans le clavardage par la suite. Puis on avait quelques autres idées, mais bien évidemment, les projets ne se limitent pas du tout à ces idées, mais on a décidé lors d'une réunion du comité de faire un remue-ménage. C'est ça ce qu'on dit? Oui, c'est ça. Un brainstorming. Oui. Euh, Puis on a pensé à peut-être à une modélisation de projets de médiation numérique pour les clientèles immigrantes ou n'importe quelle autre sorte de clientèle spécifique et visée. Peut-être la création d'ontologies adaptées aux pratiques de certains milieux documentaires, peut-être pour les Autochtones, des personnes pour la petite enfance, des personnes issues de la diversité sexuelle, aussi dans un contexte québécois, parce que parfois on ne peut pas juste appliquer des ontologies sur notre contexte ici. La gestion des données de recherche est très, très à jour. Il y a la politique du gouvernement Canada qui vient de sortir hier, donc, ou le 15. C'était hier? Non, c'était lundi, qui était hier. Une étude sur la nature ou le dédoublement des collections des bibliothèques publiques au Québec dans une perspective de partage. C'est les grandes idées qu'on souhaite une province, une bibliothèque, ou une province, une carte de bibliothèque. Où il y a quand même plusieurs idées. Donc, on voulait juste vous offrir ça comme commencer à tisser vos idées à vous. Donc, le comité est formé de plusieurs personnes. Moi, je le préside cette année. Il y a Sylvie Delorme, notre co-conférencière, qui l'avait présidé l'année passée, peut-être la fois d'avant. Il y a Guy Bilodeau de la Bibliothèque de l'Université Laval, Maureen Clapperton de la Bibliothèque nationale du Québec, Guylaine Blais de la Bibliothèque de Saint-Jean sur Richelieu, Jessie Fontaine des Bibliothèques de la Ville de Montréal et notre directrice générale de la FMD, Micheline Brulin. Donc là, on peut prendre des questions si vous en avez, s'il y a des parties que vous voulez qu'on approfondisse. On ouvre la discussion.